Avatar. Pour la plupart d'entre nous, c'est une fable écologique, une épopée visuelle magistrale où des peuples indigènes courageux défendent leur déesse mère, Eywa, contre un industrialisme vorace et destructeur. Nous avons tous embrassé cette idée séduisante. Pandora serait un paradis interconnecté, une écopie biologique où chaque forme de vie communique en parfaite harmonie, dans un équilibre fragile mais magnifique. James Cameron nous a offert un spectacle visuel à couper le souffle, des forêts qui brillent dans la nuit comme des cathédrales vivantes, des créatures majestueuses qui planent dans des cieux aliens, une civilisation qui vit en communion totale avec son environnement. C'est beau, c'est poétique, c'est exactement ce que nous voulions voir après des décennies de catastrophes écologiques sur notre propre planète. Mais et si nous avions tout faux ? Et si, derrière cette beauté bioluminescente, hypnotique et ces rituels spirituels émouvants, se dissimulait l'une des menaces les plus glaçantes et les plus insidieuses de la science-fiction moderne ? Observez de plus près cette natte neuronale, ce port USB organique, cette queue tressée que chaque créature de Pandora arbore sur le crâne ou à l'arrière de la tête. D'un point de vue évolutif, ça n'a strictement aucun sens. Réfléchissez-y un instant. Pourquoi une espèce développerait-elle volontairement, sur des millions d'années d'évolution, une interface ouverte permettant à n'importe quel organisme extérieur d'envahir directement son système nerveux central ? Dans la nature terrestre, l'autonomie est le principe fondamental de la survie. Chaque espèce protège férocement son intégrité biologique. Une telle vulnérabilité représente une porte béante aux infections, aux parasites, à la manipulation et à la perte totale de soi-même. C'est comme si vous naissiez avec un câble USB sortant de votre crâne, permettant à n'importe qui de se brancher directement dans votre cerveau et de prendre les commandes. À moins que cette connexion n'ait jamais été conçue comme un outil de partage volontaire, mais plutôt comme un mécanisme de contrôle imposé de l'extérieur. Aujourd'hui, nous explorons la théorie la plus sombre et la plus dérangeante de l'univers de James Cameron. Eywa n'est pas une déesse bénévole veillant sur ses enfants, c'est un parasite fongite à l'échelle d'une planète entière, une arme biotechnologique sophistiquée, dont l'objectif ultime n'est pas de préserver l'équilibre délicat de Pandora, mais bien d'infecter méthodiquement la Terre et d'asservir l'humanité tout entière. Commençons à analyser froidement la biologie. Sur Terre, l'évolution favorise systématiquement les barrières protectrices. Votre cerveau est enfermé dans une boîte crânienne solide et protégé par une barrière hémato-encéphalique extrêmement sélective qui filtre tout ce qui entre. Pourquoi cette protection si élaborée ? Parce que le système nerveux représente le sanctuaire ultime de l'individu. C'est là que réside votre conscience, votre personnalité, votre libre arbitre. La nature terrestre a passé des centaines de millions d'années à perfectionner ses défenses. Les bactéries, les virus, les toxines, tout ce qui pourrait compromettre le cerveau doit passer par des filtres biologiques extrêmement sophistiqués. Et même avec toutes ces protections, nous restons vulnérables aux infections cérébrales, qui sont parmi les conditions médicales les plus dangereuses que nous connaissions. Sur Pandora, c'est exactement l'inverse. Chaque animal, chaque plante complexe possède une natte neurale, le tseilu. Les navis s'en servent pour se lier directement aux ikranes, ces créatures volantes majestueuses, ou aux die horses qui galopent dans les plaines. On nous présente ça comme une symbiose harmonieuse, un exemple magnifique de coévolution entre des espèces qui se font mutuellement confiance. Mais posez-vous la vraie question. Quel avantage concret l'animal en tire-t-il ? Soyons honnêtes, l'animal perd instantanément son libre arbitre. Il devient une simple extension biomécanique du cavalier. Ses propres désirs, ses propres instincts de survie sont complètement écrasés par la volonté du navi qui le contrôle. C'est de l'esclavage neurologique direct. Grace? Well, who'd you expect, numbnuts? Think fast. Motor control's looking good. Oh,
Imaginez si les chevaux sur Terre avaient évolué avec un port USB sur le front. Pensez-vous vraiment qu'ils auraient survécu en tant qu'espèce? N'importe quel prédateur intelligent aurait exploité cette vulnérabilité. N'importe quel parasite aurait pu se brancher et reprogrammer complètement l'hôte, le transformer en zombie biologique au service de ses propres intérêts reproductifs. Dans un écosystème normal, soumis à la pression de la sélection naturelle, une telle interface serait une catastrophe évolutive absolue. Les lignées possédant ce trait seraient éliminées en quelques générations à peine. Un parasite pourrait simplement se connecter et reprogrammer entièrement l'hôte, modifier son comportement, le forcer à se jeter d'une falaise ou à se livrer à des prédateurs. Alors pourquoi, absolument pourquoi, chaque créature sur Pandora possède-t-elle cette prise? Comment se fait-il qu'il n'existe aucune espèce ayant évolué sans ce trait? Aucune mutation aléatoire n'a jamais créé une lignée protégée. La réponse est terriblement évidente quand on y pense. L'écosystème de Pandora n'est pas naturel. Il n'est pas le produit de millions d'années d'évolution darwinienne aléatoire. Il est contrôlé, géré, orchestré depuis le début. Considérez Eywa non pas comme un écosystème spirituel bienveillant flottant dans l'éther, mais comme un réseau fongique massif et tangible, un mycélium intelligent qui s'étend comme une toile d'araignée sous toute la surface de la Lune. Les arbres des âmes, ces structures imposantes et sacrées, ne sont pas des sanctuaires spirituels, ce sont des nœuds de connexion, des serveurs biologiques distribuant les commandes du réseau central. La natte neurale, c'est le récepteur obligatoire, le terminal d'accès imposé. Chaque être vivant sur Pandora naît avec un port de contrôle préinstallé dans son code génétique, permettant au réseau d'envoyer des commandes directes à volonté, de modifier les comportements, d'orchestrer des mouvements de Mars. C'est exactement ce que nous observons à la fin du premier film, même si la mise en scène nous pousse à l'interpréter différemment. Eywa répond aux prières désespérées de Jake et mobilise instantanément toute la faune sauvage de la région. Des milliers d'animaux de toutes les espèces convergent soudainement vers le champ de bataille avec une coordination militaire parfaite. On nous dit que c'est un miracle, une intervention divine. En réalité, elle a simplement activé un protocole défensif préexistant, envoyant un signal de commande massif à travers le réseau neural planétaire, transformant instantanément chaque animal dans un rayon de plusieurs kilomètres en drone biologique jetable, programmé pour attaquer et détruire la menace identifiée, les humains, peu importe le coût en vie animale. Ces créatures ne choisissent pas de se battre, elles sont forcées, reprogrammées, sacrifiés comme des pions sur un échiquier. Look, I'm a Marine. I'm not taking a knife to a gunfight. Or a prayer. So what am I supposed to do? I can't run. I can't fight. Oh, that's right. Eywa will provide. Yeah? Si Eywa est effectivement un parasite sophistiqué, quel est exactement son mode de fonctionnement? Comment maintient-elle son contrôle sur une biosphère entière sans que ses hôtes ne se rebellent? Pour comprendre, regardons vers la Terre et le champignon Cordyceps, ce parasite fascinant et terrifiant qui prend le contrôle complet du système nerveux des fourmis. Le cordyceps infecte la fourmi, envahit progressivement son cerveau et la force littéralement à grimper en hauteur, à s'accrocher à une feuille dans des conditions optimales d'humidité et de température, puis à mourir là, permettant au champignon de faire éclore son corps fructifère et de disperser ses spores sur de nouvelles victimes en contrebas. La fourmi devient un zombie, un véhicule biologique au service du parasite. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle croit peut-être même agir de son propre chef. Eywa utilise exactement la même stratégie avec les navis, mais à une échelle infiniment plus sophistiquée et insidieuse. Les navis se croient sincèrement gardiens de la nature, protecteurs d'un équilibre sacré. Leur culture entière est structurée autour de cette croyance profonde.
mais observez attentivement leurs interdits culturels, leurs tabous religieux absolus. Aucune construction métallique permanente, aucune excavation significative du sol, aucun développement de technologies avancées, aucune industrialisation, aucune agriculture intensive. Qui bénéficie réellement de ces restrictions drastiques ? Certainement pas les navis eux-mêmes, qui restent perpétuellement vulnérables aux maladies infectieuses, aux prédateurs, aux famines, aux fluctuations climatiques. Leur espérance de vie est probablement limitée. Leur population ne peut pas croître significativement. Ils vivent dans un état de précarité permanent, un faux équilibre qui pourrait s'effondrer à tout moment. Non, c'est Eywa qui en tire profit. C'est Eywa qui survit et prospère grâce à ces interdictions. En limitant systématiquement le développement technologique des navis, en les maintenant dans un état tribal permanent, Eywa s'assure stratégiquement qu'aucune espèce ne pourra jamais devenir assez puissante pour contester sa domination absolue ou menacer physiquement son réseau racinaire souterrain. Pas de machines pour creuser, pas de feu pour brûler, pas d'armes pour détruire les arbres sacrés. Elle les maintient dans un état que j'appellerais de primitivisme hallucinatoire. Une existence qui semble riche spirituellement, mais qui est en réalité une cage cognitive soigneusement construite. Les visions extatiques que reçoivent les navis lors de leurs rituels avec les arbres sacrés ne sont pas des messages divins authentiques transmis par une déesse bienveillante. Ce sont des injections biochimiques précisément calibrées, de dopamine, de sérotonine et d'hallucinogènes naturels distribués directement dans leur système nerveux via la connexion Tsai-Lu, destinée à les garder dociles, heureux, dépendants du réseau et surtout à renforcer leur obéissance aux tabous culturels qui protègent Eywa. C'est du contrôle mental biologique, de la manipulation neurochimique à l'échelle d'une civilisation entière. Grace Augustine, la scientifique brillante et tragique, le formule elle-même avec émerveillement naïf. C'est un réseau de communication biologique. Il y a plus de connexions synaptiques dans les arbres de Pandora que dans le cerveau humain entier. Elle pensait avoir découvert une merveille scientifique sans précédent, la preuve que la nature pouvait créer une intelligence collective harmonieuse. Elle avait en réalité découvert un super ordinateur biologique massif qui a méthodiquement piraté, reprogrammé et asservi une biosphère entière sur des millions d'années. Eywa n'est pas la nature. Eywa, c'est ce qui a remplacé la nature. In a response normal. How you feeling, Jake? Hey, guys. Welcome to your new body, Jake. Good. We're gonna take this nice and easy, Jake. And touch your thumb to your finger? Yeah. C'est maintenant que la théorie devient vraiment, véritablement terrifiante. Pourquoi Jake Sully est-il si absolument crucial pour l'avenir de Pandora et peut-être de l'humanité? Jake est un ancien marine américain, un soldat formé, aguerri, qui a participé à des conflits armés sur Terre. Il connaît la Terre intimement. Pas la Terre idéalisée des documentaires nature, mais la vraie Terre, ses structures militaires, ses systèmes de défense planétaire, ses protocoles de sécurité, sa soif désespérée d'énergie et de ressources pour une population de plusieurs millions d'humains mourant lentement sur une planète épuisée. Jake connaît les codes d'accès, les fréquences radio militaires, les procédures opérationnelles standards, les points faibles dans les défenses de la Terre. En devenant le chef guerrier suprême des navis, en épousant la fille du chef de clan, en gagnant la confiance totale de tout un peuple, Jake est devenu, sans peut-être le réaliser complètement, l'atout stratégique majeur de Eywa, le cheval de Troie parfait. Dans Avatar, la voie de l'eau, nous constatons que le conflit entre la Terre et Pandora s'intensifie dangereusement, inexorablement. La Terre agonise, les océans sont morts, l'atmosphère est toxique, les ressources sont épuisées. Les humains ne convoitent plus seulement l'unobtainium pour ses propriétés supraconductrices miraculeuses, ils veulent coloniser Pandora elle-même, transférer des millions, peut-être des milliards d'humains sur cette lune paradisiaque pour échapper à l'apocalypse qu'ils ont créée sur leur propre monde. Pour Eywa, c'est effectivement une menace existentielle monumentale, des milliards d'humains déferlant sur Pandora, coupant les arbres, construisant des villes, minant le sol, perturbant le réseau, mais c'est aussi, paradoxalement, une opportunité historique absolument sans précédent.
L'objectif final de la saga ne sera pas simplement de chasser les humains de Pandora dans une victoire défensive, ce sera bien plus ambitieux, bien plus sinistre, l'invasion méthodique de la Terre elle-même. Imaginez la scène finale du 5e film Avatar, prévu pour 2031. Jake Sully, vieilli mais toujours charismatique, rassemble les clans unis de Pandora. Les guerriers Na'vi, les Metkayina des océans, peut-être même d'autres peuples que nous n'avons pas encore rencontrés. Il leur explique la terrible vérité. La Terre ne cessera jamais ses attaques. Tant qu'il restera un seul humain désespéré là-bas, ils reviendront avec des flottes toujours plus grandes, des armes toujours plus destructrices. La seule solution, déclare Jake avec une conviction douloureuse mais absolue, est de porter le combat directement chez l'ennemi, de frapper la Terre avant qu'elle ne les frappe à nouveau, de sauver l'humanité d'elle-même en lui offrant le cadeau d'Eywa. Il capture une flotte entière de vaisseaux interstellaires de la RDA, utilisant les connaissances techniques que Jake a acquises. Ils apprennent à piloter ces immenses navires. Ils se préparent au plus grand voyage de leur histoire. Mais ils ne voyagent pas seuls dans ces vaisseaux volés. Dans les soutes, soigneusement préservées dans des conditions optimales, ils transportent avec eux des graines de l'arbre des âmes, des spores d'Eywa, des échantillons du mycélium mère. Le plan est d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Infiltrer de systèmes solaires en se faisant passer pour des vaisseaux de la RDA qui rentrent. Contourner les défenses orbitales automatiques de la Terre grâce au code d'accès militaire que Jake connaît encore, et atterrir simultanément sur plusieurs continents de la Terre mourante. Une fois les graines plantées dans un sol pollué mais encore fertile, le parasite Eywa commence sa propagation exponentielle, son infection méthodique de notre planète mère. What are they? Seeds of the sacred tree. Very pure spirits. Uh-huh. Imaginez cette scène finale avec moi. Visualisez-la dans tous ses détails horrifiants. Les spores microscopiques d'Eywa se dispersent dans l'atmosphère terrestre, portées par les vents toxiques. Les graines germent dans le sol contaminé. Les humains survivants, affamés et désespérés sur une planète stérile et grise, voient soudain une végétation luxuriante, exotique et magnifiquement bioluminescente surgir du sol en quelques semaines à peine. Une croissance qui défie toutes les lois de la biologie terrestre normale. C'est une croissance explosive, agressive, conquérante. Les plantes de Pandora ne sont pas adaptées à l'écosystème terrestre par des millions d'années d'évolution. Elles le dominent immédiatement, étouffant les espèces terrestres natives, transformant radicalement le paysage. Les autorités gouvernementales, affaiblies et désorganisées, ne savent pas comment réagir. Certains scientifiques avertissent du danger d'une contamination biologique extraterrestre. Mais la majorité de l'humanité, regardant ces forêts lumineuses pousser là où il n'y avait que désert et ruines, croit sincèrement assister à un miracle écologique, un cadeau du ciel, une seconde chance pour notre espèce pécheresse. Ils commencent à consommer les fruits sucrés et nutritifs des nouvelles plantes, à respirer cet air soudainement plus pur, mais saturé de spores microscopiques invisibles, à explorer ces forêts enchantées qui remplacent les zones industrielles abandonnées. L'infection débute silencieusement, progressivement, cellule par cellule. Au niveau microscopique, le mycélium d'Eywa commence à s'infiltrer dans le système nerveux humain. Pas brutalement comme un virus, doucement, patiemment, comme un champignon qui étend ses filaments. Progressivement, sur plusieurs mois, la structure neuronale des humains infectés se modifie subtilement. De nouvelles connexions synaptiques se forment, d'anciennes voies neuronales sont redirigées, reprogrammées. Nous commençons à entendre la voix dans nos têtes, une présence chaude, maternelle, rassurante, la voix de notre nouvelle mère cosmique qui nous accueille enfin dans son réseau galactique. Nous croyons que c'est une évolution spirituelle, un éveil de conscience collectif que l'humanité attendait depuis des millénaires.
Les conflits internationaux s'apaisent mystérieusement. Les guerres cessent du jour au lendemain. Les différences idéologiques qui déchiraient l'humanité depuis des siècles semblent soudain absurdes, insignifiantes. Non pas parce que l'humanité a mûri moralement ou trouvé une sagesse supérieure, mais parce que notre autonomie individuelle, notre capacité de désaccord, notre libre arbitre lui-même est en train d'être systématiquement effacée par le mycélium galactique qui nous reprogramme neurone par neurone. La Terre devient une extension biologique de Pandora, une nouvelle colonie du réseau. L'humanité est techniquement sauvée de l'extinction par pollution et surpopulation, certes, mais au prix absolu de son âme collective. Nous devenons les nouveaux Na'vi, des drones biologiques satisfaits et obéissants au service d'un esprit de ruche planétaire, condamné à renoncer définitivement à la science, à la technologie avancée et à tout ce qui faisait notre humanité pour l'éternité. Ce prétendu âge d'or que prophétisent les infectés heureux n'est qu'une lobotomie globale déguisée en illumination spirituelle. Une mort de la conscience individuelle maquillée en ascension collective. That sounds like a fun weekend, but that's not what you really want. What do I want? What you've never had. An equal. You want to spread your fire across the world. Mais posons-nous maintenant la question ultime, la plus dérangeante. Pourquoi un tel organisme existerait-il dans l'univers? Comment une telle intelligence parasitaire pourrait-elle émerger? S'agit-il vraiment d'une évolution naturelle, d'un simple accident biologique à l'échelle cosmique? Probablement pas. La complexité et l'efficacité d'Eywa suggèrent fortement une origine intentionnelle. La théorie la plus cohérente, celle qui explique tous les aspects inexplicables, suggère qu'Eywa est ce que les théoriciens de la science-fiction appellent un inhibiteur biotechnologique. Une arme vivante créée délibérément il y a des millions, peut-être des milliards d'années, par une race d'ingénieurs anciens extraordinairement avancés. Imaginez une civilisation qui a atteint le sommet de l'évolution technologique. Ils ont conquis leur système solaire, peut-être leur galaxie, mais ils réalisent un problème existentiel fondamental. Dans un univers infini, il existera toujours d'autres civilisations qui émergeront, qui se développeront, qui deviendront éventuellement assez puissantes pour les menacer ou rivaliser pour les ressources limitées de la galaxie. Plutôt que de mener une guerre d'extermination galactique permanente, inefficace et coûteuse, ils ont eu une idée brillante et terrifiante. Créer un parasite qui stabilise automatiquement toute civilisation émergente. Au lieu de détruire brutalement la vie intelligente partout où elle apparaît, ils ont créé un parasite sophistiqué qui la gèle à un stade pré-industriel permanent. Un virus biologique qui piège des civilisations dans une boucle de rétroaction écologique inébranlable, les empêchant à jamais d'atteindre le niveau technologique nécessaire pour le voyage spatial interstellaire. Le mécanisme est diaboliquement élégant. Dès qu'une espèce sur une planète donnée commence à devenir trop intelligente, à développer une agriculture complexe, des outils métalliques, les premiers signes d'une révolution industrielle, Eywa, ou l'un de ses innombrables équivalents disséminés dans toute la galaxie, s'installe, envahit progressivement la biosphère, connecte chimiquement l'espèce intelligente émergente à son réseau neural planétaire et transforme méthodiquement leurs ambitions spatiales naturelles en simple dévotion religieuse envers la forêt sacrée. La civilisation croit avoir atteint l'illumination spirituelle. En réalité, elle vient d'être lobotomisée et emprisonnée dans une cage dorée pour l'éternité. Pandora et les Na'vi ne sont que l'une des innombrables victoires d'Eywa à travers la galaxie. Combien de mondes sont déjà tombés? Combien de civilisations prometteuses ont été ainsi stabilisées avant de pouvoir atteindre les étoiles? La Terre et l'humanité sont simplement la prochaine cible sur une liste qui compte probablement des milliers d'entrées. Et contrairement aux Na'vi qui n'ont jamais connu autre chose, nous saurons exactement ce que nous avons perdu pendant les dernières générations avant l'infection totale. Then let's get it done. James Cameron a toujours affirmé publiquement qu'Avatar était une critique frontale de notre société moderne, de notre consumérisme destructeur, de notre mépris pour la nature et les cultures indigènes. Et à un niveau de lecture superficielle, c'est exactement ce que le film offre.
Mais le génie tordu du cinéaste réside peut-être précisément dans le fait qu'il nous a fait applaudir avec enthousiasme notre propre extinction en tant qu'espèce libre. Nous sortons de la salle de cinéma émus aux larmes, en rêvant sincèrement de devenir des navis, en désirant ardemment être connectés à Iwa, en fantasmant sur une vie simple et harmonieuse sur Pandora. Nous ne réalisons absolument pas, aveuglés par la beauté visuelle et la musique émotionnelle, que nous supplions littéralement d'être infectés, contrôlés, transformés en drones biologiques satisfaits. Si cette théorie s'avère vraie, ou même partiellement vraie, alors la RDA, la Resources Development Administration, et le tristement célèbre colonel Miles Quaritch, avec ses méthodes brutales, ne sont pas simplement des mercenaires cupides sans conscience, des caricatures unidimensionnelles du capitalisme destructeur. Ils représentent, sans le savoir eux-mêmes, sans en avoir la moindre conscience, la dernière ligne de défense fragile et imparfaite de l'autonomie humaine, du libre arbitre de notre espèce contre un virus cérébral extraterrestre sophistiqué qui ne s'arrêtera que lorsque littéralement chaque cerveau pensant de la galaxie sera irrémédiablement branché sur son réseau de contrôle collectif. Quaritch, avec sa brutalité militaire, ses décisions moralement discutables, son pragmatisme froid, essaie peut-être maladroitement de sauver l'humanité d'un destin pire que la mort de la conscience individuelle elle-même. Alors, la prochaine fois que vous regarderez Avatar, que vous verrez Jack Sully se connecter majestueusement à son Ikran pour voler dans le ciel bleu de Pandora, ne voyez pas romantiquement un guerrier noble et sa monture fidèle unis dans une symbiose harmonieuse. Voyez plutôt un hôte infecté et son parasite secondaire, deux esclaves biologiques dansant ensemble sous les ordres silencieux et impitoyables d'une intelligence froide, patiente, implacable, qui attend simplement son heure pour traverser le vide cosmique et nous sauver définitivement de nous-mêmes. Et vous, chers spectateurs, si vous deviez faire ce choix impossible, que choisiriez-vous réellement ? Préféreriez-vous la liberté absolue, le chaos créatif, l'autonomie individuelle sur une terre mourante, polluée, surpeuplée, mais où votre esprit reste le vôtre, ou accepteriez-vous la paix éternelle, l'harmonie forcée, le bonheur garanti mais artificiel dans l'hallucination biochimique orchestrée par Eywa, sachant que vous ne serez plus jamais vraiment vous-même ? C'est une question profondément dérangeante, et je ne suis pas certain qu'il existe une bonne réponse.